Parfait. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup. Je suis Justine Girard, comme Samantha l'a dit et m'a présenté. Donc, je vais vous parler un petit peu des constats de la CIMAD sur l'accès aux droits des personnes migrantes retenues dans les centres de rétention administrative. Donc, on appelle aussi, je vais dire beaucoup CRA. Voilà. Que ne soyez pas étonnés. Je vous propose de revenir sur quatre sujets principaux ce matin en espérant enfin, que ça puisse un peu vous apprendre des choses, parce que c'est vrai que je ne savais pas trop ce qui était connu, pas connu. Donc voilà, j'ai essayé de revenir un peu sur pas mal de choses dans cette présentation. Dans un premier temps, je vous propose de revenir un peu sur ce qu'est un centre de rétention administrative, de revenir ensuite sur l'historique et les évolutions de la rétention administrative, puisqu'effectivement, nous intervenons en rétention depuis 1984 et de revenir ensuite sur un peu des différents aspects, les aspects juridiques, axés plus sur l'accès aux droits des personnes enfermées. J'essaierai de vous présenter un petit peu la procédure auxquelles sont confrontées ces personnes de façon succincte parce qu'elle est très très complexe, mais en tout cas j'essaierai de vous en dire un peu quelques mots. Et puis dans un dernier temps, je reviendrai un peu sur les aspects politiques, sur les constats de la CIMAD et nos revendications par rapport à la rétention administrative. Donc, je vous propose de commencer directement sur la définition un petit peu d'un centre de rétention administrative. Je vous ai mis là quelques photos de CRA donc, dans lesquels on intervient. Un centre de rétention administrative, c'est un lieu d'enfermement qui est spécifique aux personnes étrangères. C'est un lieu de privation de liberté, hein. Pour des raisons administratives, mais j'y reviendrai un petit peu après. Et donc, ce sont des lieux gérés par la police. Donc, dans la grande majorité des centres de rétention, ce sont des lieux qui sont gérés par la police aux frontières, donc on dit la PAF. Exception faite au centre de rétention de Paris-Vincennes, puisqu'il s'agit de la police nationale. C'est un centre qui dépend de la préfecture de police de Paris. Donc, c'est la police nationale qui y intervient. Dans tous les autres CRA, c'est la PAF. Et petite exception, oh, excusez-moi, petite exception également aussi à Lyon. Actuellement, dans un des deux centres, les gendarmes sont à la gestion du centre de rétention. Mais sinon, c'est la PAF. Et d'ailleurs, dans ce centre, la PAF est amenée à intervenir de nouveau. On ne sait pas exactement quand, mais la gestion sera remise à la police aux frontières également. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est un lieu de privation de liberté. Donc, les personnes y sont enfermées. Il s'agit d'un enfermement sous contrainte. Ce sont des lieux où il y a des grilles, des barbelés, des portes blindées, donc des policiers un peu partout dans le lieu qui gèrent les déplacements. Tous les déplacements sont surveillés et contrôlés. Il y a un système de vidéosurveillance, des microphones, donc des appels aux microphones toute la journée. Donc un bruit aussi constant, un certain bruitage constant toute la journée. Donc il s'agit bien d'un enfermement sous contrainte. Les personnes ne peuvent pas en sortir. La décision les contraint et les prive de liberté. Ce sont des lieux qui sont très anxiogènes puisque les personnes sont très angoissées et stressées de pouvoir être expulsées à tout moment, puisque la finalité de ces lieux sont bien l'expulsion de la personne, expulsion par la force, par la contrainte. Donc il y a une certaine angoisse et stress de tout ce qui peut leur arriver, et vous le verrez aussi dans le cadre de la procédure. Une certaine anxiété qui est liée à toute cette procédure assez complexe. Ce sont des lieux aussi où les personnes se retrouvent à vivre en collectivité. Les chambres sont partagées, il y a des cours et des lieux de vie communs, mais voilà, les personnes se retrouvent donc sans intimité aussi dans le cadre de cet enfermement, ce qui joue aussi beaucoup sur les tensions qu'il peut y avoir, leur angoisse, leur anxiété. Enfin voilà, euh, voilà, donc je voulais juste rappeler, en lien aussi avec la plupart d'entre vous, le fait que tout ce contexte-là et l'anxiété est d'autant plus accentué pour les personnes qui sont allophones, puisqu'il y a des endroits et certains moments de la procédure où des interprètes
vont pouvoir leur expliquer ce qui se passe. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas au quotidien dans le centre de rétention. Tout est accentué sur la compréhension et le quotidien pour ces personnes allophones qui ne comprennent pas forcément et qui ont aussi des difficultés à communiquer avec les autres personnes retenues, avec les différents acteurs sur place et avec surtout la police aux frontières, avec qui ils sont en lien permanent toute la journée. D'où l'importance de l'interprétariat dans ces lieux. Voilà, donc nous, la CIMAD, on est très en lien avec vous puisqu'on vous appelle bah, tout le temps, tous les jours, toute la journée, dès qu'une personne en a besoin. Pardon, le, il fait des siennes, ce PowerPoint. Euh, je voulais juste faire un petit rappel sur qui était enfermé. Donc, il s'agit de personnes étrangères. Il faut savoir qu'on rencontre des situations vraiment très, très diverses. Il va y avoir des personnes qui sont parents, soit parents d'enfants français, soit qui ont leurs enfants sur le territoire français, voire scolarisés. Il va y avoir des personnes malades, des personnes demandeuses d'asile. Il y a des personnes qui travaillent, il y a certaines personnes qui viennent d'arriver en France, mais il y a aussi des personnes qui sont arrivées en France il y a plusieurs années, voire des dizaines d'années, ou qui ont même grandi sur le territoire français. Il y a des personnes qui sont originaires de pays de l'Union européenne. Euh, voilà, donc il y a vraiment enfin, il y a plein d'autres profils, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a plein de personnes et de situations différentes rencontrées au centre de rétention administrative. Et je vous ai mis aussi, alors ça c'est justement issu du rapport, mais je vous ai mis le lien à la fin de la présentation vers ce rapport 2022. Le rapport 2023 sortira prochainement, le 30 avril. Mais donc au niveau des nationalités, il faut savoir qu'on rencontre globalement à peu près toutes les nationalités. Il y a des pays qui sont des personnes qui sont originaires en tout pas tous les pays, mais pratiquement, sachant qu'il y a des nationalités qui sont plus représentées que d'autres. Donc, comme vous pouvez le voir, notamment les personnes originaires des pays maghrébins. Voilà, et là en 2022, les Albanais, les Afghans. Sachant qu'on y rencontre aussi des personnes de tous les âges. Voilà, on a quelques personnes, malheureusement quelques personnes âgées, voire très âgées, qui se retrouvent enfermées en centre de rétention pour être expulsées de force. Jusqu'au 28 janvier 2024, il y avait aussi des enfants. Du nourrisson jusqu'à 18 ans qui étaient enfermés avec leurs parents en centre de rétention administrative. Donc la loi du 28 janvier 2024 vient interdire l'enfermement des enfants, mais il faut savoir qu'à Mayotte, où de nombreux enfants, malheureusement plus de 3000, sont enfermés chaque année, l'enfermement des enfants est encore possible jusqu'au 1er janvier 2027. Pourquoi cette distinction législative? Ça reste, voilà, ça reste incompréhensible à nos yeux, mais en tout cas, la différence est bien là. Euh, il s'agit d'hommes et de femmes. Il y a aussi des femmes qui sont enfermées dans les centres de rétention. Alors, pas dans tous, parce que il n'y a pas de zone, on appelle ça des zones femmes dans tous les centres de rétention, mais en tout cas, il y en a. Donc, en majorité, ce sont des hommes qui sont enfermés. Et la petite nuance, en effet, Samantha l'a dit, en 2022, il y a eu plus de 40 000 personnes enfermées. Donc, il faut savoir que c'est réparti environ entre 16 000 personnes en hexagone et par contre, plus de 27 500 en outre-mer. Avec une grande partie des personnes qui ont été enfermées au CRA de Mayotte. Ce ne sont pas des prisons. Voilà, c'est important de le dire parce qu'on ne parle pas de personnes détenues, mais on parle bien de personnes retenues en lien avec la rétention administrative. Qui enferme ces personnes? L'administration. Alors, principalement et en grande majorité, ce sont les préfectures qui enferment les personnes étrangères dans les centres de rétention administrative, mais ça peut être aussi le ministère de l'Intérieur. Donc, l'administration enferme les personnes qui n'ont pas de droit au séjour sur le territoire français. C'est important de préciser sur le territoire français et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, juste une petite nuance qu'on pourrait apporter. Ce droit au séjour sur le territoire français, c'est selon l'interprétation.
de l'administration et la lecture qu'elle fait de la situation de la personne, ce qui va pouvoir être contesté et on pourra le voir dans le cadre de la procédure. Mais en tout cas, l'administration considère que ces personnes n'ont pas de droit au séjour et donc ont vocation à être expulsées du territoire français. Et donc, pourquoi elles sont enfermées? Comme ce ne sont pas des prisons, on est bien sur des motifs administratifs. Ce ne sont pas des, on n'est pas dans le pénal, bien que la distinction devienne de plus en plus floue, malheureusement. Politiquement. Mais en tout cas, il faut bien des motifs administratifs pour enfermer ces personnes et pouvoir les expulser. Normalement, selon la loi, la rétention, elle doit être la plus brève possible et elle existe et elle est là pour permettre à l'administration d'organiser l'expulsion de la personne. On va le voir plus tard, mais malheureusement, ce n'est plus aussi bref que cela. Et donc, pour pouvoir les enfermer en centre de rétention et les expulser, l'administration, elle prend des décisions à l'encontre des personnes qui sont enfermées. Et donc, on reviendra un petit peu plus tard sur les décisions qui sont prises, qu'on appelle des mesures d'éloignement, mais en majorité, ce sont des obligations de quitter le territoire français. Je vous propose de passer, n'hésitez pas à la fin, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser plein. En attendant, je passe à la partie suivante sur un petit peu l'historique et les évolutions de la rétention administrative. Donc, pour vous dire que en 1975, il y a le scandale du centre de refoulement d'Arenc à Marseille. Donc, c'est un hangar, je vous ai mis la photo là. C'est un hangar à Marseille et en 75, on se rencontre des avocats, un avocat surtout, parle dans la presse, alerte des journalistes sur le fait que des personnes y sont enfermées. Donc dans des conditions totalement insalubres et surtout de façon totalement illégale pour être expulsées vers le Maghreb, puisqu'il s'agissait surtout de personnes originaires du Maghreb en majorité des Algériens. Et donc, l'avocat alerte la presse, ce qui fait quand même un scandale. Comme son nom l'indique, les partis politiques aussi de gauche s'en emparent et donc ce hangar est fermé. Malheureusement, ça amène en 1981 à la législation de la rétention administrative, donc la création au niveau légal de la rétention administrative. Et les premiers centres de rétention administrative apparaissent en 1984. Donc, en attendant, pendant ces 3 années-là, les personnes qui sont retenues le sont plutôt dans les cellules des commissariats, par exemple, en attendant leur expulsion. Et en 84, on voit les premiers centres de rétention. Et donc, effectivement, nous avons commencé à intervenir dans les centres de rétention en 1984, en sachant qu'il y a eu pas mal de débats en interne, voilà, une décision de prise sur le fait d'y intervenir ou non. Et en fait, on a décidé d'y intervenir. Et je fais juste je vous explique juste un petit peu pourquoi, mais très rapidement, effectivement, la CIMAD, elle a été créée en 1939, et donc à l'époque, la CIMAD s'appelait, donc le diminutif était CIMAD, mais ça voulait dire Comité intermouvement auprès des évacués. Et donc, elle a commencé à intervenir en fait dès 1939 dans les camps des personnes déplacées. Puis tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, pardon, elle est intervenue auprès des personnes étrangères dans les quartiers populaires, les bidonvilles, en aide aux réfugiés politiques, etc. Euh, et donc, c'est dans cette continuité-là et avec cette dimension historique-là que la CIMAD a décidé de se rendre dans les centres de rétention administrative avec un peu une double ambition, donc accompagner les personnes qui y sont enfermées, bien entendu, mais aussi pouvoir témoigner de ces lieux inconnus du grand public et notamment en lien avec ce qui s'était passé à Rennes, puisque ce lieu avait été découvert, mais ça faisait quand même plusieurs années que des personnes y étaient enfermés et expulsés illégalement sans que ce ne soit su ni vu. Donc aujourd'hui, Samantha l'a un peu dit, mais la CIMAD est engagée sur de nombreuses thématiques en lien avec le droit des étrangers. Voilà, on est engagé sur ces nombreuses thématiques avec près de 150 salariés et des milliers de bénévoles en France. Voilà, et notre mot d'ordre, c'est la défense des droits et la dignité des personnes exilées, de façon générale.
Et donc ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu qu'en fait, la CIMAD a quand même un regard et un peu un regard historique en fait sur l'évolution de la rétention administrative. Sachant que au début on intervenait dans les CRA, je dis on comme si j'y étais, mais bien sûr je n'étais pas née, mais voilà. On intervenait dans les CRA pour un accompagnement plutôt social et humanitaire, et au fur et à mesure des années notre accompagnement a évolué vers un accompagnement juridique. Et aujourd'hui, il s'agit d'ailleurs d'un accompagnement juridique pur et dur. On n'est plus du tout dans de l'accompagnement social ou humanitaire. Voilà, et ce qui nous a permis depuis de nombreuses années, il en est de même pour les autres associations qui interviennent en rétention, à une certaine expertise juridique et une intervention juridique de plus en plus complexe en lien avec la complexification du droit et les différentes mesures qui ont été prises. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, donc, depuis 2010, Samantha l'a dit, nous sommes plusieurs associations à intervenir en centre de rétention. Donc, entre 84 et 2010, la CIMAD intervenait dans les CRA. Et depuis 2010, nous avons été plusieurs. Il y a eu l'Ordre de Malte aussi pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, donc, nous sommes 5 associations, France Terre d'Asile, Forum Réfugiés, Solidarité Mayotte, l'ASFAM, Groupe SOS Solidarité et la CIMAD. Et donc, nous intervenons effectivement dans 8 CRA, ce qui représente, juste pour que vous ayez un peu une idée, puisque vous devez avoir pas mal de monde au téléphone au quotidien, ce qui représente 30 salariés, plus 7 salariés à l'équipe de la coordination. Voilà, donc 30 salariés dans les centres de rétention pour venir en aide aux personnes retenues. Et donc notre rôle en rétention pour les 5 associations est défini et encadré dans le cadre d'un marché public avec le ministère de l'Intérieur. Euh, et donc il s'agit bien de l'aide à l'exercice effectif des droits. Voilà. Et on reviendra tout à l'heure sur la procédure, donc vous pourrez voir un petit peu à quoi ça correspond. Euh, voilà, je vous ai juste mis des photos un petit peu de nos bureaux et les logos des associations. Et juste sur l'évolution de la rétention, je voulais quand même revenir sur le fait qu'il y avait de plus en plus de CRA et de les LRA aussi. Donc des locaux de rétention administrative. Donc on est bien dans une volonté politique qui est affirmée d'enfermer et de tout faire pour expulser. Puisque, alors là, vous voyez pas très bien, mais je vous ai mis le lien vers le rapport. Vous pourrez aller voir les cartes plus précisément. Mais donc aujourd'hui, il y a 24 CRA, donc 27 CRA selon le ministère de l'Intérieur, puisque en fait au Mesnil-Amelot, il y a 2 entités administratives, à Lyon aussi et à Paris-Vincennes aussi. Donc voilà, mais ça vous permet d'avoir un peu une visibilité sur le nombre. D'ailleurs, il y a une erreur dans mon PowerPoint que je corrigerai. Mais donc voilà, ça vous permet d'avoir une visibilité un peu sur le nombre de CRA en France, en sachant qu'il y a aussi des LRA, donc les locaux de rétention administrative. Il y a des LRA qui sont permanents et des LRA qui sont temporaires. Et là, il est difficile, et c'est ce qu'on dit dans le rapport, il est difficile d'avoir des informations, d'avoir leur nombre exact. Il y a aucune transparence sur ces lieux, notamment pas de chiffres et pas de données. Nous, on a quelques informations puisqu'on rencontre des personnes qui sont passées par des LRA et qui sont ensuite placées en centre de rétention administrative. Mais c'est vrai qu'en soi, au sein des LRA, il n'y a pas d'association d'aide juridique. Alors, il commence un petit peu à y en avoir. Donc, mais c'est tout récent, donc peut-être que des informations sortiront via ce biais-là. Ça peut s'expliquer par le fait que dans la loi, il est bien dit que l'aide juridique est obligatoire dans les CRA, ce qui n'est pas le cas dans le LRA, c'est une possibilité. Donc voilà, la nuance est là. Et donc, juste pour revenir sur l'idée que l'idée est quand même de tout faire pour enfermer et surtout expulser, c'est, on peut l'illustrer par le fait que des personnes sont enfermées même lorsque leur éloignement est impossible.
soit parce que ils sont originaires de pays vers lesquels il n'est pas possible d'éloigner. On a vu par exemple des Syriens, des Afghans, voilà, des nationalités euh, qui nous paraissaient quand même assez ahurissantes, et des personnes qui vont faire 90 jours, voire revenir en rétention plusieurs fois, et pour autant ne pas être éloignées. Donc les démarches de l'administration n'aboutissent pas, mais l'administration continue quand même d'enfermer ces personnes en centre de rétention. Là, je voulais vous illustrer justement, il n'y a pas que le nombre de CRA et de LRA qui augmente, il y a aussi le nombre de places en centre de rétention. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est depuis 2017, mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça augmente fortement. Et en Poitiers, et on va vers 2027, ce sont les annonces de Monsieur Darmanin sur les nouveaux CRA, sachant que certains sont en cours. Voilà, la construction de certains CRA sont actés et d'autres sont pour le moment à l'état d'annonce par Monsieur Darmanin, mais ne sont pas encore des projets en tant que tels. Mais voilà, ça, au moins, ça vous permet de vous rendre compte un petit peu. Sachant que je voulais aussi vous dire que les bâtiments en soi ont aussi évolué beaucoup pour certains. Pour les plus anciens, vous verrez dans le rapport, il y a aussi des parties centre de rétention par centre de rétention et il y a la date de création de chaque centre de rétention. Donc c'est intéressant puisque ça permet de se rendre compte que ce ne sont pas les CRA de 1984. Alors, voilà, donc vous pourrez regarder. Et il faut savoir que tous les CRA ne sont pas similaires. Tous les CRA ont des configurations différentes. Donc c'est important aussi à savoir. Et là, dans les nouveaux CRA et dans les nouvelles configurations, en tout cas de CRA, on peut donner l'exemple du nouveau CRA de Lyon, du CRA d'Olivet, pardon, dans lequel intervient justement France Terre d'Asile, et du CRA de Rennes, dans lequel on intervient, puisque soit ce sont des nouveaux CRA, soit des travaux sont en cours pour faire en sorte d'en faire des lieux de plus en plus sécurisés avec des zones de plus en plus séparées, grillagées, des cours grillagés aussi également, pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de contact entre les personnes retenues, de créer un peu des petits groupes, mais du coup, ce qui a un impact en fait pour les personnes. Et sur leur accès aux droits, sur l'accès au bureau des différents intervenants pour obtenir de l'aide, voilà, puisqu'ils dépendent de plus en plus de la police pour accéder à leurs droits et aux différents endroits du centre de rétention. Voilà, donc on va vers ces évolutions-là, en tout cas en rétention administrative. Un autre aspect aussi qui est très important dans les évolutions de la rétention administrative, ce sont les évolutions législatives qui ont été très nombreuses. Donc là, je vous ai mis un schéma que je trouve très intéressant. Ça ne concerne pas que la rétention administrative, mais en tout cas, Le Monde a fait un article assez intéressant pour décoder un peu, suite à la nouvelle loi du 26 janvier 2024. Ils ont fait ce schéma pour montrer que sur l'immigration, en tout cas, il y a eu 118 textes majeurs depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, avec une augmentation assez importante depuis 1975, comme vous pouvez le voir. Et je vous ai mis le lien à la fin de la présentation. Vous aurez le lien vers cet article. C'est assez intéressant. Ils reviennent sur les, les évolutions majeures en fait en fonction des textes. Voilà, mais donc ça vous permet de vous rendre compte un petit peu du nombre de lois qu'il peut y avoir sur ce sujet. Tous ces textes et ces lois ont des impacts majeurs sur la rétention administrative, donc sur différents aspects. Et notamment un des aspects qui illustre bien en fait ces évolutions et ce que je disais tout à l'heure aussi sur la volonté d'enfermer toujours plus et l'augmentation de la durée maximale en rétention administrative. Samantha en a touché un mot dans l'introduction, mais là on voit bien, on était à 7 jours en 1981 et on est désormais à 90 jours au maximum.
On voit bien que il y a une volonté de pouvoir garder les personnes dans ces lieux et ce qui intervient, ce qui est quand même un peu en contradiction avec le fait que la rétention doit être la plus brève possible parce que 90 jours, 3 mois, remet un petit peu en question cette brève rétention et ce bref enfermement. Vous dire aussi que donc ça, ce sont des constats qu'on partage avec les autres associations qui interviennent en rétention et qui apparaissent aussi dans nos rapports, c'est que les conditions de rétention se sont aussi beaucoup dégradées au fur et à mesure des années. Donc les conditions de rétention sont de plus en plus difficiles et c'est pas forcément seulement en lien avec la durée maximale de rétention qui s'allonge, mais c'est aussi du fait de procédures de plus en plus complexes et donc de plus en plus complexes à faire valoir et à comprendre et à appréhender. Les conditions de vie aussi dans les camps en soi sont de plus en plus difficiles, en sachant que dans ces lieux, il y a des tensions et une violence quotidienne assez permanente, plus ou moins en fonction des jours, des périodes et plus ou moins en fonction des centres, mais en tout cas, elle est là et elle existe. Et d'ailleurs, ce sont des constats qui sont partagés par la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans ses différents rapports et dans ses recommandations. Il y a eu des recommandations, notamment il y a un an à peu près, sur l'ensemble des CRA. Et je vous ai mis le lien vers leur site à la fin de ma présentation également. Donc vous pourrez aller voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Je vous propose de passer aux aspects juridiques, donc sur l'accès aux droits des personnes enfermées en CRA. Je vais essayer de vous présenter les procédures auxquelles sont confrontées les personnes qui se retrouvent enfermées en CRA, en sachant que ça va être une présentation succincte, parce que les procédures, vous allez le voir, sont tellement complexes et il y a énormément de choses. Et je pense que vous le savez, si vous nous avez au téléphone, vous vous rendez bien compte de toute la complexité de ces procédures. Euh, Juste pour rappel, donc on peut y enfermer des personnes estimées en situation irrégulière sur le territoire français. Et je voudrais juste apporter une précision ici sur l'importance de préciser sur le territoire français, parce qu'il faut savoir qu'on peut rencontrer des personnes qui sont en situation régulière dans d'autres États de l'Union européenne, par exemple, parce que ils peuvent avoir un titre de séjour en cours de validité en Allemagne, en Italie. Ils peuvent avoir aussi une demande d'asile en cours en Espagne, au Portugal. Donc ces personnes-là vont être en situation régulière dans d'autres États de l'Union européenne. euh, Au niveau légal, pas forcément sur le territoire français. Donc la précision est quand même importante. Et il va y avoir aussi des ressortissants d'autres pays européens. Voilà, dans les nationalités, il y avait notamment la nationalité roumaine qui a été beaucoup représentée. Mais voilà, il va aussi y avoir des personnes communautaires qui vont être enfermées dans ces centres de rétention et expulsées vers leur pays d'origine dans l'Union européenne. Voilà, donc ça c'est possible. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'administration prend à l'encontre des personnes des mesures d'éloignement pour pouvoir les placer en rétention et pour pouvoir les expulser. On dit qu'il faut qu'il y ait une décision dite de retour au sens du droit européen. Donc ça, c'est en conformité avec le droit européen. Donc pour justifier de cet enfermement et de l'expulsion. Donc là, je vous ai mis un peu les principales mesures d'éloignement voilà, qui sont prises à l'encontre des personnes. Et on voit bien que la majorité des personnes font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Et en second lieu, les transferts du Dublin, mais la majorité, ce sont quand même des OQTF. Là, je vous ai mis un petit peu les principaux motifs d'interpellation sur comment et pourquoi les personnes se retrouvent en centre de rétention. Voilà, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, les quatre majoritaires sont celles-ci, pardon. Et donc, on voit bien que la majorité des personnes sont interpellées donc, par la police lors de contrôles de police. Et donc, c'est juste pour vous dire que suite à ce contrôle de police, elles vont être
placée en garde à vue ou en retenue administrative. Et donc pendant ces procédures-là, on sait que certains d'entre vous les ont aussi au téléphone pour interpréter la procédure en lien avec la police. Et donc elles peuvent être ensuite placées en centre de rétention administrative. Donc, n'ayez pas peur et ne fuyez pas maintenant. Mais voilà, je vous ai mis ce schéma. Donc, il faut savoir que quand une personne, elle est placée en centre de rétention, elle a différentes mesures qui sont prises à son encontre. Notamment, donc, elle a une mesure d'éloignement dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la mesure d'éloignement, c'est pour permettre à l'administration d'expulser la personne. Il faut savoir que cette décision, elle peut être nouvelle, donc prise au moment du contrôle de la personne, de la retenue ou de la garde à vue et du placement en rétention. Mais il peut s'agir aussi également d'une ancienne mesure d'éloignement qui n'a pas été exécutée, soit par la personne, soit par l'administration. Et donc, lors du contrôle de police et de la vérification, en fait, ils se rendent compte que cette mesure d'éloignement existe et donc ils peuvent replacer au centre de rétention sous certaines conditions, mais en tout cas, ils peuvent replacer au centre de rétention la personne avec la même mesure d'éloignement qui est ancienne. Et donc, il faut absolument, la deuxième décision importante, il faut absolument que l'administration prenne une décision de placement en rétention. Voilà, donc il faut savoir que tout- à partir de leur arrivée au centre de rétention, l'association rencontre la personne retenue, en tout cas celle qui le souhaite, puisqu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément rencontrer l'association d'aide juridique, mais la grande majorité des personnes souhaitent nous rencontrer. Et donc, on va leur expliquer en fait les décisions qui ont été prises à leur rencontre. Et à partir de là, on va devoir aussi leur expliquer et ben, en fait, ce schéma-là, c'est-à-dire toute la procédure à laquelle elles peuvent être confrontées. Donc, toutes les personnes ne sont pas confrontées à tout ça. Mais en tout cas, c'est toute la procédure qui existe au centre de rétention en rétention administrative. Et donc, la personne, en tout cas, quand on la rencontre dans un premier temps, on lui explique les mesures qui ont été prises à son encontre, on lui explique le gros de la procédure et on lui explique qu'elle peut faire des recours pour contester ces mesures. Donc, la décision de placement. Et si c'est une nouvelle mesure d'éloignement, on lui explique qu'elle peut aussi contester cette mesure d'éloignement. Sachant que les délais pour faire ces recours sont très courts. Aujourd'hui, on est encore à 48 heures. Pour la décision de placement en rétention avec la nouvelle loi, ça va passer à 4 jours, mais en tout cas, pour le moment, on est encore dans un délai de 48 heures. Donc, ce sont des délais qui sont très, très courts. Notamment pour récupérer les documents, les preuves, voilà, des personnes, c'est extrêmement court. Et que les conditions en rétention sont aussi, enfin, pour faire ces recours et être entendu par les juges, les conditions en rétention ne sont pas du tout optimales. Il va y avoir certaines audiences qui vont avoir lieu en visio. Par exemple, donc bon là ça fonctionne, enfin en tout cas j'espère que ça fonctionne bien, mais vous pouvez imaginer toutes les difficultés qu'il peut y avoir lorsque des audiences ont lieu en visio, avec en plus un juge qui va être dans une autre pièce qu'on va voir seulement à l'écran. Parfois, l'avocat et l'interprète sont également de l'autre côté au tribunal et la personne va se retrouver plutôt seule du côté de son écran. Donc, vous imaginez un peu avec tous les problèmes techniques qu'il peut y avoir, tout ce que ça peut engendrer. Sachant que donc les délais sont courts, les audiences sont expéditives aussi, se passent très rapidement. Les rencontres ne sont pas forcément systématiques avec les avocats. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de contraintes et d'obstacles à faire valoir ses droits depuis le centre de rétention. Pour les demandes d'asile, je pense que vous le savez aussi pour la plupart d'entre vous, mais c'est également très compliqué puisqu'il s'agit de faire sa demande d'asile depuis le centre de rétention dans un délai de 5 jours, sans préparation de son récit, sans préparation vraiment à l'entretien. Enfin voilà, tout est fait de façon très très expéditive. Donc voilà, ça rend tout ça très compliqué. En sachant que, donc pour vous dire rapidement, et vous le voyez là sur le schéma, mais donc la personne elle est enfermée
dans un premier temps pour un délai de 48 heures, ce qui va passer à 4 jours cette année, mais en tout cas pour le moment encore de 48 heures. Et ensuite, elle peut être prolongée de 28 jours supplémentaires, puis de 30 jours supplémentaires, et ensuite de 15 jours et 15 jours. Donc, juste cette procédure-là, expliquer que la personne peut, donc, a différentes décisions prises à son encontre, peut les contester, mais auprès de juges différents. Parce que la décision de placement va être contestée devant le juge judiciaire, donc le juge des libertés et de la détention. Si la personne fait appel, elle va voir la cour d'appel. Le, la décision, la mesure d'éloignement en tant que telle, si elle peut être encore contestée, c'est devant le juge administratif. C'est un autre tribunal, ce sont d'autres des démarches et une autre audience. La demande d'asile, ce sera auprès de l'OFPRA. Voilà, juste d'expliquer ça, plus les délais de rétention et un maximum de 90 jours à la première rencontre avec la personne qui se retrouve enfermée sous contrainte, c'est déjà extrêmement complexe. Et c'est très dur pour la personne aussi d'accepter, voilà, de comprendre. Enfin, la procédure en tant que telle est très difficile à comprendre, y compris pour certains juristes qui ne sont pas forcément spécialisés en rétention administrative ou en droit des étrangers. Alors pour les personnes, vous imaginez bien que ça l'est d'autant plus. Voilà, donc c'est quand même pour nous primordial de pouvoir faire appel à ISM parce que, y compris lorsqu'on rencontre des personnes qui parlent français couramment et qui comprennent le français, quand on arrive dans tous ces détails, en fait, dans tous ces détails techniques et pratiques, parfois les personnes nous disent non, franchement, là, voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est primordial que ce soit pour les personnes allophones, mais y compris les personnes qui parlent et comprennent le français, de pouvoir faire appel à des interprètes pour essayer d'expliquer vraiment précisément et le mieux possible les procédures pour que les personnes comprennent un petit peu ce qui leur arrive et voilà, de ce qui peut leur arriver, en tout cas dans le cadre de la rétention, avec aussi bien souvent bah, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, puisque certaines personnes n'avaient pas compris qu'elles étaient enfermées là pour être expulsées et que ça pouvait arriver à tout moment. Voilà, donc c'est aussi parfois très compliqué pour elles d'accepter en plus cette nouvelle-là. Je vous propose de passer aux aspects un petit peu plus politiques. Voilà, sur les constats qu'on peut faire sur les centres de rétention administrative et c'est en lien aussi un petit peu avec l'évolution de la rétention et l'historique. Donc là, je vais vous parler des constats, de certains constats principaux. Je ne vais pas tout énumérer, mais en tout cas, juste pour vous dire que ce sont des constats qui sont de plus en plus flagrants et sur lesquels nous sommes très mobilisés aujourd'hui. Donc, je ne vais pas revenir sur l'historique des constats, mais en tout cas, là, je présente un peu des constats actuels et vous dire dans un premier temps que bon, enfermer une personne derrière les grilles d'un CRA, c'est nécessairement politique, puisque, il y a une volonté politique d'expulser les personnes étrangères. C'est une décision sous contrainte, comme je vous l'ai dit. Et voilà, nous, à la CIMAD, on considère quand même que le gouvernement s'acharne contre les personnes étrangères, notamment à travers bah, voilà, l'évolution législative que vous avez pu voir et tous les textes et toutes les lois qui sont faites. On restreint de plus en plus leurs droits et cela se voit d'autant plus en rétention administrative. Voilà, donc je pourrais parler là des heures, mais je vais essayer de faire court. Donc le premier constat dont je peux vous parler et qui est un constat qu'on fait depuis de nombreuses années, mais c'est qu'il y a quand même un manque d'examen de la situation de la personne qui est fait par l'administration. Il y a des personnes qui sont enfermées. C'est pour ça que je vous disais au début que c'est important de vous dire que c'est selon l'administration.
selon la lecture qu'elle fait de la situation de la personne, parce que dans les CRA, on va rencontrer des personnes, par exemple, qui sont protégées contre l'expulsion. Enfin, en tout cas, qui l'étaient, puisque la loi du 28 janvier est venue aussi modifier ces aspects-là. Mais par exemple, on a rencontré énormément de parents d'enfants français qui ne sont pas censés pouvoir être expulsés, qui pourtant étaient en centre de rétention, des personnes très malades, avec des pathologies lourdes, qui n'ont pas accès aux soins dans leur pays de nationalité et qui pour autant se retrouvent en centre de rétention, voire qui sont expulsés par l'administration. Voilà, et puis quand on rencontre les personnes, on se rend compte aussi que l'administration n'a pas forcément pris en compte leurs déclarations, notamment des personnes qui souhaitent demander l'asile, qui se retrouvent en centre de rétention avec une obligation de quitter le territoire français et qui en fait sont libérées justement par le juge administratif parce qu'elles souhaitent demander l'asile, qu'elles l'avaient bien dit aux policiers et au commissariat par exemple, et que ça n'a pas été pris en compte par la préfecture. Voilà, donc c'est important parce que plus de 50% des personnes qui ont été enfermées dans l'écran en 2022 ont été libérées par des juges ou par la préfecture. Mais en tout cas, c'est quand même un chiffre qui est important, plus de la moitié des personnes. On va voir aussi des personnes, comme je vous l'ai dit, on a vu des personnes syriennes avec des obligations de quitter le territoire français vers la Syrie, par exemple, des personnes qui faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vers la Palestine, le Soudan, l'Afghanistan, voilà, ces pays vers lesquels nous ne sommes pas censés renvoyer des personnes. Et on va voir aussi des mineurs. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des enfants placés avec leurs parents. Donc depuis le 28 janvier, en tout cas en Hexagone et dans les autres CRA d'outre-mer, mais ça n'était pas le cas. À l'exception de Mayotte, on ne peut plus enfermer d'enfants avec leur famille. Avec une grosse nuance à ce sujet-là, puisque l'interdiction a bien été est bien entrée en vigueur, mais par contre, Monsieur Darmanin appelle quand même les préfectures à ne pas hésiter à placer un des deux parents en CRA et à assigner à résidence l'autre parent avec les enfants. Voilà, donc quand même une grosse nuance sur cette fin de... Parce que le gouvernement se vante un petit peu de cette disposition humaniste, mais voilà, une grosse nuance et nous, on est très vigilants sur les situations qu'on va être amené à rencontrer dans les prochains mois et les prochaines années. Je voulais quand même revenir sur le fait qu'on rencontre des personnes mineures en centre de rétention, donc mineurs isolés, qui sont considérés majeurs par l'administration. Ces personnes-là, elles déclarent être mineures, voire elles ont des documents attestant de leur minorité et elles sont quand même considérées majeures par l'administration. C'est très difficile pour elles de faire valoir leur minorité, même auprès des juges. Et ce qu'il faut savoir, c'est que certains de ces jeunes ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance auparavant, mais la préfecture revient sur cette décision et revient sur cette prise en charge. On en vient à, pour vous dire, vous montrer aussi l'évolution, on en vient à faire intervenir le juge des enfants en centre de rétention administrative. Et l'année dernière, deux jeunes ont été libérés du centre de rétention par le juge des enfants. Voilà, donc ça peut paraître anecdotique. Mais ça ne l'est pas du tout, puisqu'auparavant, le juge des enfants n'était pas amené à intervenir pour les personnes qui étaient placées en centre de rétention. Voilà, et on le saisit de plus en plus depuis quelques années. Et l'année dernière, deux libérations ont été ordonnées par le juge des enfants, ce qui n'arrivait jamais. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution. Un deuxième constat important que je peux vous faire, que je peux vous partager aujourd'hui et qui montre bien aussi l'évolution et la volonté de bien enfermer et expulser à tout prix, c'est le fait que l'administration continue d'enfermer des personnes étrangères euh, avec une politique migratoire qui prime sur tout le reste, en sachant que, elle ne va pas libérer, par exemple, des personnes qui pourtant ont des décisions rendues par les juges en leur faveur. Par exemple, des décisions qui annulent le pays de destination. Donc, le renvoi de la personne n'est plus possible, mais la personne reste en rétention. La personne va avoir une décision de la Cour européenne des droits de l'homme
qui suspend et qui demande au gouvernement français de ne pas éloigner cette personne-là, et la personne reste quand même en centre de rétention. Et il en est de même justement sur l'enfermement des enfants. Jusqu'au 28 janvier, les préfectures ont continué d'enfermer des enfants avec leurs parents en rétention, alors que la France a été condamnée 11 fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, et ces enfermements continuent à Mayotte, alors que la France a aussi été condamnée plus spécifiquement sur cet enfermement des enfants au CRA de Mayotte. Donc c'est bien pour vous montrer que il y a quand même une volonté de continuer à enfermer malgré tout ces personnes-là, malgré les décisions de justice. Et malgré la situation des personnes, comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes, on va voir revenir des personnes en rétention continuellement alors qu'elles ne peuvent pas être expulsées. Donc, ce qui contrevient à l'objectif même et à la finalité de la rétention administrative, mais pourtant l'administration continue. Et dans la continuité, on en est arrivé à un stade assez inquiétant selon nous. Depuis l'année dernière, on constate une augmentation des expulsions illégales, c'est-à-dire des expulsions de personnes pour qui, légalement, au niveau du droit, il n'est pas possible de les expulser. C'est-à-dire que quand la personne, elle va faire un recours devant le juge administratif, par exemple, ou lorsqu'elle va faire une demande d'asile depuis le centre de rétention, la préfecture n'a pas le droit de l'expulser tant que le juge n'a pas rendu sa décision ou tant que l'OFPRA n'a pas rendu sa décision. Et depuis l'année dernière, on constate des expulsions malgré un recours devant le juge administratif et aucune décision rendue, et malgré une demande d'asile en cours. Voire même malgré une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui suspend l'éloignement de la personne. C'est arrivé 2 fois depuis le mois de novembre, où les personnes ont quand même été expulsées par la préfecture. Voilà, donc ça nous inquiète très fortement parce que là, ça contrevient complètement à l'accès au droit, à l'accès à la justice et aux droits des personnes. Voilà. Et un dernier constat, je crois que c'est le dernier. Oui. Un dernier constat que je peux vous partager, c'est aussi sur le fait que, au niveau de l'évolution politique et législative, on est de plus en plus, il existe de plus en plus un amalgame entre personnes étrangères et donc délinquance entre guillemets et dangerosité. Donc ce qui va être appelé la menace pour l'ordre public. C'est-à-dire que les préfectures, le ministère de l'Intérieur va mettre en avant cette menace pour l'ordre public et cette menace soi-disant existante va primer sur la situation de la personne, sur les droits de la personne. Voilà, on est quand même dans une criminalisation pardon, des personnes étrangères et notamment depuis quelques années, donc depuis la circulaire Collomb d'octobre 2017 et depuis les circulaires de M. Darmanin d'août et novembre 2022. Voilà, donc il y a quand même dans cette lignée-là une augmentation du nombre de personnes qui sortent de prison et qui sont directement placés en centre de rétention. Donc ça, on alerte depuis quand même presque 10 ans avec les autres associations qui interviennent en rétention. Et là, on a vu une nette augmentation de ces placements depuis la sortie de prison, bon, notamment pendant la période Covid et là, depuis les différentes circulaires. Juste pour vous dire que ça pose d'autant plus question parce que la menace pour l'ordre public n'est pas définie. Il n'y a pas de définition légale, il n'y a pas de définition juridique de la menace pour l'ordre public. Donc l'interprétation est laissée libre à l'administration, au juge. Donc voilà, on va tenir compte des différentes décisions de justice, mais il va y avoir des personnes qui représentent une menace pour de l'ordre public pour différents motifs assez vastes et qui vont être bien différents les uns des autres. Et dans le dernier constat, mais ça me permet de faire la transition vers l'intervention suivante, mais le dernier constat que je peux vous partager et qui nous alerte également, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes malades en rétention et l'accès aux soins et à la prise en charge médicale est très contestable, mais je laisse Adrien revenir dessus juste après.
Et pour conclure, juste pour vous dire que pour toutes ces raisons-là, la CIMAD, elle revendique la fermeture des CRA et des LRA. En fait, la fin de l'enfermement administratif des personnes étrangères. Et on revendique également la fin de la politique, de cette politique répressive d'enfermement, d'éloignement et de criminalisation des personnes étrangères. Donc là, je vous ai mis, ce sont des revendications qui ne concernent pas que la rétention administrative, qui concernent l'enfermement, l'expulsion et un peu les contrôles et sanctions vis-à-vis des personnes étrangères. Et je vous ai mis le lien vers les propositions de la CIMAD pour sortir de cette politique. Et donc, n'hésitez pas, vous aurez les différents liens, les différentes ressources, et vous trouverez notamment le lien d'une vidéo d'une personne qui a été retenue au CRA du Mesnil-Amelot et qui témoigne, qui a pu filmer à l'intérieur et qui témoigne de son passage dans ce CRA. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention.